Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on se retrouve pour le 37e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique. Et pour parler de football cette semaine, je suis accompagné de nos fidèles contributeurs que sont Camille, Buonasera ragazzi. Alexis Bonsoir à tous. et Jeff. Bonsoir tout le monde. Et donc aujourd'hui, contrairement aux autres semaines, on débriefera la semaine en deux parties, aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui, on s'attellera à parler de la Serie A, ce qui s'est passé en Serie A, et également en Allemagne, en Bundesliga 2, et bien évidemment dans l'élite, la Bundesliga tout court. Et il y a eu du changement. Et donc en premier lieu, on parlera donc de la Serie A. Nos spécialistes Serie A, qu'avez-vous à dire? Moi je vais pousser un coup de gueule tout simplement parce qu'il y a vraiment pas d'autre chose à dire. Quatrième match sans victoire pour la Juventus, alors que quand on voit vraiment les matchs qu'on a joués, c'est faible, je suis désolé, sans vouloir manquer de respect aux autres équipes, quoi. Mais on a réussi à faire aucune victoire contre Empoli, contre l'Udinese et contre le Hellas Vérone. On perd contre l'Udinese, on fait match nul contre Empoli et l'Hellas. Ça veut dire que sur ces trois matchs-là, on prend un seul point. 2 points. Donc sur 9. C'est ridicule. Pour une équipe comme la Juventus, bon, on perd le derby d'Italie, mais bon, là j'avais pas beaucoup d'espoir. Mais le match d'hier est à l'image de ce qu'on fait depuis début 2024, voire depuis le début de la saison. On a encaissé un superbe but, je dis pas pour l'ouverture du score, de Folo Runcho, Ah oui. si j'écorche le nom. Après, on a un penalty sur Dujan, Mérité. mérité. Miracolo, on a eu un penalty, attention, il faut mettre une croix dans le calendrier. On revient après la mi-temps en mettant les mains dans les poches, il faut dire ce qu'il est. Et quand tu te balades les mains dans les poches, même contre des équipes comme le Hellas Vérone, tu te fais prendre un nouveau but. On égalisera 3 minutes après juste par Rabiot. Mais quand on regarde, à part la possession, ils ont été plus offensifs que nous. Ils ont moins tiré que nous, mais ils ont fait 14 tirs, 9 cadrés. Alors que nous, on a fait 18 tirs, 4 cadrés seulement. 4 cadrés sur 18 tirs. Ça fait même pas 25% de réalisme. Même pas 25%. Avec des mecs comme Vlahovic, comme Yildiz, comme Locatelli, comme Kostic. C'est des mecs qui sont faits plus précis. Là, même pas 25% de tirs cadrés. À partir de là, tu peux pas espérer grand-chose. Je vais revenir sur le fait de la semaine, parce que pour moi, limite, ce match-là n'est plus le fait de la semaine, du côté Juventus. C'est le fait d'avoir réussi à mettre un hashtag Allegri Out sur les panneaux publicitaires de Times Square. Quand on voit qu'il y a 2 tweetos français qui sont Amine Péji, le streamer, avec Dibalik, qui ont réussi pour $40 à faire passer le message Allegri Out sur les panneaux publicitaires de Times Square, et que Times Square, justement, publie ça, les régies publicitaires de Times Square publient ça, ça veut dire qu'on est à un certain niveau quand même, au niveau du ras-le-ballisme, quoi, d'Allegri. Oui, j'invente des mots parce que, pas que j'ai plus les mots. Comme disaient les inconnus, j'inventerai des mots qui n'existent pas dans le dico. Ben voilà, on en est là. On en est là avec la Juve. Et bon, on va encore avoir ce mec-là pendant une saison sur notre banc. Certaines voix disent qu'il pourrait même être prolongé jusqu'à 2026. Oh Enfin, non. si jusqu'en 2026, il est là, j'arrête de supporter la Juve.
Enfin, au moins, j'arrête de débriefer la vue. Parce que moi, j'en aurais ras le cul. On va pas se cacher. Sinon, une nouvelle partie sans grande envie, quoi. On aura réussi au moins 2 fois à revenir au score. C'est bien. Pour une fois, il y avait un petit peu d'envie, mais bon. Contre une équipe comme le Hellas Vérone, encore une fois, sans vouloir manquer de respect, mais c'est le Hellas Vérone, on est la Juve. Ils sont quand même 18e. Voilà quoi. C'est des matchs qu'on doit gagner. C'est des matchs qu'on doit gagner. On ne les fait pas. Que ça soit contre Empoli, que ça soit contre le Hellas Verona, que ça soit contre d'autres petites équipes. Non, pas comme ça la vue. Ça, c'est pas la vue. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Moi, j'ai plutôt trouvé la Juve très à réaction. C'est-à-dire que en fait, j'ai pas compris véritablement comment ils ont abordé ce match-là, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont très vite réagi à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose de négatif vis-à-vis de eux. Il y a eu un but, boum, ils se sont remis à l'attaque et boum, ils ont créé une occasion permettant de pouvoir vite revenir au score. Je comprends pas pourquoi ils ont été aussi vifs pour être dans la réaction, mais pas être dans l'action derrière quand tu marques un but, d'essayer d'enfoncer le clou. Je sais que je ne saurais pas l'expliquer, mais c'était un match bizarre. Et ça fait plus de 2 ans que c'est comme ça. Ça fait en fait depuis le retour d'Allegri, c'est le plan de jeu d'Allegri, c'est on attend de voir ce qui se passe, et puis si on se prend un but, vite, faut courir derrière. Donc c'est le allegrisme. C'est de l'attentisme. Ouais, c'est ça. C'est même plus de l'attentisme. Parce que attendre quelque chose, ça veut dire que tu attends de marquer un but. Et si l'autre réagit, si l'autre marque en premier, ben tu réagis. Mais là, on n'attend pas de marquer un but, on attend de se prendre un but pour réagir. C'est vraiment, prends la joue droite, tape-moi sur la joue droite, tu te tendrais la joue gauche. Donc, non, franchement, autant je veux bien comprendre qu'il n'est pas la meilleure Juve de l'histoire du club, mais là, quand même, faire 4 matchs sans victoire, quoi, et encore une fois, sans parler du derby d'Italia, faire du Hellas Vérone, du Empoli, du Udinese, non, ça c'est 3 matchs que tu dois gagner, normalement. Et au moins faire 7 points sur 9. Ouais. Admettons que tu fasses un match nul sur les 3, bon, ça peut arriver. Mais au moins 7 points sur 9. Et là, on a pris 2 points sur 9. 2. Contre des équipes de bas de classement, de fin de classement. On a quand même joué l'Hellas Vérone qui là est 18e, est passé 18e avec le point du match nul qu'ils ont pris. On a joué l'Empoli qui est 16e, et on a joué l'Udinese qui est 14e. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Là, ça fait 4 jours. Il y a un mois, on était à 1 point de l'Inter. On était à 8 ou 7 de 9, je ne sais plus, du Milan, je ne sais même plus. Là, on est à 9 points de l'Inter avec un match en moins, et on est à 1 point du Milan qui joue actuellement. Donc, non. Donc, Kémy va dire, ouais, mais Alma, on joue la 4e place. Mais ta gueule avec Gris, avec ton Alma, avec le collet où je pense, moi. Et toute la communauté juive pense la même chose. Je suis pas mal de streamers, de youtubeurs français ou francophones, que ça soit Juventino à Paris, que ça soit Tutti Juve, que ça soit Gigius Juve, que ça soit Amine, que ça soit Dibalix, que ça soit plein d'autres gens encore. Plus personne n'en veut de ce mec-là. Maintenant, il est temps de partir. Allez, out, et c'est maintenant. Bon, ça sera à la fin de la saison probablement, mais c'est maintenant. Pas en 2025, pas en 2027, pas en 2043.
là, à la fin de la saison, et vite. Ouais, parce que tu te dis qu'avec lui, l'année prochaine, tu as du mal en fait à te dire, s'il pense comme ça va être très difficile d'envisager un Scudetto. Bien que je ne nie pas que, je l'ai dit, hein, tu vois, je l'ai bien évidemment dit en off, que la jeune génération qui arrive au niveau des joueurs, que ce soit les joueurs présents, les joueurs prêtés qui vont bientôt revenir à la Juve, il y a beaucoup de très très, très bons joueurs. Et ça risque Ah oui, de, oui, bien ça sûr. risque de faire mal dans quelques années. Mais il y a le présent aussi. Est-ce que l'année Il y a le prochaine, présent, exactement. Et elle- la Juve ne mise pas en général sur le futur. La Juve mise sur le présent. On a toujours misé sur le présent. Et même s'il y a d'excellents joueurs qui reviennent, que ça soit Soulé, que ça soit Barrenechea, que ça soit Oysen qui a mis un super but avec la Rome. Euh, voilà, c'est les garçons qui font encore affiner, qui ont besoin de temps de jeu, qui ne sont pas encore des leaders de vestiaire. Et actuellement, les leaders de vestiaire, ils sont laissés pour compte par les. donc, Donc, quand on regarde qu'un garçon comme Oysen, on le prête à la Roma pour faire jouer le grand Alexandro à la place, je suis désolé, excusez-moi le terme, mais c'est pas possible. Allegri il se tape la mère ou la femme d'Alexandro pour le faire jouer autant. On parle quand même d'un mec qui a rattrapé des garçons comme Nedved ou Trezeguet au niveau de la Juventus, quoi, au niveau des joueurs de la vue. Alors que le mec, ça fait 3 ans qu'il est dégueulasse. Mais je comprends que ça soit le joueur préféré d'Allegri parce qu'ils sont dégueulasses tous les deux. Normalement, on dit tel père, tel fils, bah là, c'est tel joueur, tel coach. Je pense qu'on peut passer par un autre club parce que sinon, on va ouais, finir encore pour le ouais, milieu. oui, bien sûr. Voilà. Ben, bon, à part le Milan qui joue en ce moment, d'ailleurs, il y a 0-0 pour l'instant entre Monza et l'AC Milan. À la 42e. Ouais, c'est ça, Et 42-43e. Monza qui fait changer son coach. Son gardien, pardon. Ah, blessure? J'allais dire, Ouais. pour changer son coach, c'est étonnant quand même. Il y a eu un contact entre le gardien et un défenseur de Monza. Ah, d'accord, d'accord. Parce que ça va bien quand même, Monza. C'est dommage quand même de faire sortir le coach. Alors que. Non, je me suis trompé, c'est le gardien qui sort. Di Gregorio, c'est ça? C'est ça. Un ancien de la maison, c'est pour ça que je connais le prénom. T'inquiète pas. Et, ouais, il y a eu d'autres matchs. Il y a notamment le match de l'Atalanta contre Sassuolo hier. Il y a penalty par Monza. Ah, ah ben, ça va vite. Jeff nous dira s'il va y avoir un but ou pas. Il nous le dira dans quelques instants. Et pour parler donc de l'Atalanta, ben C'est toujours le même, hein, par contre. c'est un match qui, je pense, c'est plutôt joué malheureusement sur les pénaltys, pardon, parce qu'il a été retiré de Pinamonti, puisque l'Atalanta ne gagnait qu'un 0. Si Pinamonti marquait, il me semble qu'il a il égalisait, c'était quasiment la mi-temps, bon, si je ne me trompe pas. C'était début de c'était soit la mi-temps, soit début de deuxième mi-temps. Et je pense que déjà ça a foutu son match en l'air parce qu'en deuxième mi-temps, il était out, complètement ailleurs. Et en plus, ben, derrière, l'Atalanta a mis la vitesse supérieure et derrière a doublé la mise. Bon, d'ailleurs, le deuxième but, le but de Bakker, c'est pour moi plus un contre son camp qu'un but de Bakker, mais bon, puisque la frappe elle est complètement contrée et ça va dans une autre direction et ça fait poteau rentrant. Et après le troisième but anecdotique et l'Atalanta, bon, il clôt la marque. Bon, le but de Bakker c'est le troisième but, pardon. Mais il y a eu d'abord le deuxième but de Coupe Miners, homme en forme hein, de la part d'Atalanta d'ailleurs. Lui c'est un joueur qui va être également à suivre puisqu'il fait quand même une superbe saison. Comme entre parenthèses, l'Atalanta arrive à chaque saison te
de faire monter des joueurs qui, derrière, dès qu'ils partent de l'Atalanta, ben, étrangement, la plupart du temps, ils deviennent moins bons. Comme s'il y avait un virus, là-bas qui fait que c'est assez compliqué de pouvoir s'imposer hors Atalanta. Mais bon, c'est comme ça, pas autrement. Et ben, l'Atalanta, en fait, elle poursuit sa grosse remontée au classement. Et mine de rien, là, elle solidifie sa 4e place, à égalité de points avec Bologne, parce que Bologne a fait le taf en battant la Lazio 2-1, tout en sachant qu'elle était menée au score. Puisque c'est la Lazio qui a ouvert le score par l'intermédiaire d'Isaksen, mais elle a réussi à faire le taf et égaliser en première mi-temps, puis gagner en marquant le deuxième but en deuxième mi-temps. Donc là, pour le coup, Bologne fait, je pense, l'une des belles, par Zirkzee d'ailleurs, et c'est lui qui marquera le but de la victoire. Ils font l'une des belles opérations de la journée parce qu'elle solidifie sa 4e place, et l'AS Roma, qui du coup elle aussi a gagné assez facilement 3-0, se replace dans les places européennes. D'ailleurs, n'oublions pas que pour l'instant, parce que ça peut-être on ne l'a pas dit encore dans nos anciens podcasts, il se peut que le 5e enfin tout dépend, hein, si c'est la Serie A, l'Angleterre ou l'Allemagne, que le 5e en fonction du coefficient UEFA, cette année l'Italie est pour l'instant premier, il se peut que le 5e ait une place en Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que ça va donner. Une place de barrage. Ouais, une place de barrage, c'est ça. Ce qui veut dire que, mine de rien, bon, faudra voir ce que ça va donner, hein, bien évidemment, niveau performance dans les tours suivants en Europe. Mais attention, la 5e place, faudrait peut-être pas la négliger. Bon, déjà le top 4, faut faire ce qu'il faut, mais il faudrait pas négliger la 5e place parce qu'elle pourrait t'amener virtuellement à peut-être pouvoir jouer la Ligue des Champions. Donc, à voir. Là, pour l'instant, c'est Bologne qui l'a. Mais du coup, la saison prochaine, la Juve top 5. Oh, pourquoi pas. On jouera à la 5e place. Pourquoi pas. Hein? Franchement, j'ai ce même de Allegri en Italie. T'as un des journalistes qui fait « Mais Allegri, ma che cazzo fai ?» À chaque fois que je pense à lui en ce moment, j'ai cette intervention-là, je crois que c'est sur la Sky Sport, avec ce journaliste qui fait « Ma Allegri, ma che cazzo fai ?» Et à chaque fois, je me dis « Ben oui, mais on va faire 4e, on va faire 5e. Si c'est le top 6, ben on fera le top 6, on jouera la 6e place. » Lui, il joue à la base. Il serait adapté pour l'ADN Juventus, c'est tu gagnes, tu ne pas forcément bien, mais tu gagnes. Tu gagnes 1-0 et puis c'est bon, basta. Le problème, c'est que le 0, il est toujours encore là, mais le problème, c'est que le 1 n'est plus là. Et ça, malheureusement. Enfin, malheureusement, pour les supporters de la Juve. Pas pour moi. Ouais, malheureusement pour nous, heureusement pour les autres. C'est ça, exactement. Dans le même cas, la Fiorentina, elle, n'a pas pu disposer d'Empoli et perd encore des points qui auraient pu la replacer du moins en Europe. Cagliari qui fait match nul contre l'Udinese. Naples qui fait un assez triste match nul contre la Genoa. Et encore, ils font match nul. Ils étaient menés. Qui rentre, oui. À la 90e, c'est ça, oui. Ils étaient menés. Sinon, je pense que ça aurait sifflé une sacrée bronca aussi, hein, au stade Maradona. Ouais, ça, en effet, c'est très compliqué, Naples. Après, tu as divers joueurs qui sont bons. Après, on l'a déjà dit, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas à leur niveau entrepris l'année dernière, d'où le terme de équipe en surchauffe qu'on a plus d'une fois indiqué. Après, je comprends, enfin, j'aimerais bien, je pense, dans les prochaines semaines, si ça continue, je vais quand même me poser la question sur le cas Zielinski. Alors, j'entends le fait qu'il part à l'Inter, ça ne plaise pas. Ok, d'accord, mais c'est quoi quel est l'intérêt de ne plus lui accorder de temps de jeu? Enfin, je comprends pas quel est le projet à ce propos. Enfin, je vois. Ou même des garçons comme Mario Rui.
en défense. Ouais. Qui était très bon quand même en tant que latéral. Et maintenant, tu fais jouer tout le temps Nathan, bon, qui est pas mauvais. Mais quand je regarde que c'est Mazzo qui commence le match, Tu te poses des questions? tu fais jouer lui déjà qui est arrière droit, tu fais jouer à gauche. Un mec qui a 28 ans, un Nathan sur le banc qui est plus jeune, qui lui est arrière gauche, voire milieu gauche. Donc il est habitué à jouer de ce côté-là du terrain. Bon, c'était quoi? C'était pour faire plaisir à quelqu'un, quoi. C'est pareil. C'était pour faire plaisir à quelqu'un de la Ndrangheta ou quoi? C'est le fils de quelqu'un d'important à Naples, parce que bon, c'est un mec qui est né à Naples, donc je suppose qu'il a une valeur, quoi, sur la symbolique napolitaine. Mais autrement, le mec qui a 28 ans, qui sort un peu de nulle part, Et je sais pourquoi tu rigoles. à part avoir des liens hors footballistiques à Naples, je vois pas trop ce qu'il fout là, en fait. Désolé, j'ai pas fait exprès de rigoler. Monza vient de doubler la mise du coup, mais j'ai pas Oui, exprès. c'est pour ça que tu rigolais. Ben, finalement, j'ai peut-être changé de chaîne, je regardais le Betis, mais si un spectacle comique sur une autre chaîne, je pense qu'on peut regarder. Ah, grave, je crois. Mais déjà, le penalty, ça me fait mal de le dire. Mais On est vilain avec le pauvre Jeff. Mais déjà, Ne c'est la t'inquiète faute pas, de je Thio. compatis. Mais c'est la faute de Thio déjà. C'est lui qui a provoqué le penalty là. Ça fait 2 fois déjà. 2 fois qu'il est titulaire. La dernière fois c'était contre la Juventus justement et c'est lui qui a provoqué le penalty. J'avais de l'espoir pour ce joueur, mais j'ai hâte du retour de Kalulu. Hein. Franchement, en plus Kalulu avec justement du coup ça fait une transition, mais c'est refait une santé. Je sais pas s'il a été faire un stage au Bayern ou quelque chose comme ça, mais musculairement parlant, il a pris de la masse. Hein. Kalulu, c'est devenu autre chose. Hein, là. Fou. J'ai hâte qu'il revienne, hein, parce que là, Thio, il m'exaspère. Il m'exaspère ce joueur. J'avais de l'espoir pour lui, mais il est beaucoup trop nerveux. Il n'est pas propre dans ses interventions. Il est pas bon, le petit haut. Non, il est pas bon du tout. Kalulu, dans ses interventions, je me souviens de lui, il y avait, surtout l'année du titre, il avait été très bon dans ses interventions. Ses tacles et tout, ils étaient tellement propres, tellement beaux à voir, c'était du petit filet. Et ce joueur me manque, il me manque. Parce que même Tomori me manque, parce que quand tu vois, comme je te dis, quand tu vois Thio, lui qui provoque un penalty, bon bah il y a deuxième but, hein, mais déjà je comprends même pas parce que normalement il y a 8 minutes d'arrêt de jeu, on est encore à la 52e, ça joue encore. Hein. Ça joue encore. Bah, s'il y a 8 minutes d'arrêt de jeu, la 52e n'est pas la 53e, donc il n'y a pas encore 8 minutes. Mathématiquement. Ouais, c'est pas con. Mais ouais, mathématiquement, tu es à la 7e minute d'arrêt de jeu. Ouais, c'est vrai que j'ai mal. Je sais pas pourquoi j'ai mal calculé mon truc. Mais ouais, il y a 8 ans d'arrêt de jeu là, déjà 8. Pas sûrement à cause de la blessure du gardien de Monza. Hein, ça, je sais pas. Parce que voilà, du coup, le joueur s'est blessé lors d'un contact avec un de ses propres défenseurs. D'ailleurs, son défenseur est toujours sur le terrain. Mais donc oui, ça a fait beaucoup d'arrêts de jeu. Il y a eu un penalty, le penalty vraiment très bête. Hein. Il est valable le penalty pour moi, mais il a été très bête. Et c'est Thio qui a pas été intelligent dans son intervention. Et le deuxième but, voilà quoi, manque d'attention de la défense, pardon, et voilà, ça fait 2-0. Il faut espérer. Là, franchement, il faut gagner ce match. Il faut gagner ce match pour chipper la deuxième place à la Juventus. C'est bien beau de solidifier la troisième, mais si on peut choper la deuxième, moi je suis content. Et ça serait bien que Pioli se réveille là-dessus. Hein. Ce serait bien de faire tourner parce que du coup. Fais attention, hein. Si tu continues à t'énerver comme ça, tu vas finir aigri. Hein. Mais totalement, mais je le suis déjà. Alors c'est bien beau parce que Pioli fait un petit peu de turnover et c'est entre guillemets justifié sans l'être puisque il y a le match retour à Rennes qui se profile
Alors je suis tout à fait d'accord, mais quand tu vois que le match aller était gagné 3-0, Rennes a relativement bien joué, mais c'est quand même Milan qui a bien maîtrisé son sujet, hein, il n'y a pas à dire, hein, avec des buts de Loftus-Cheek, un retour au but de Leao, ça fait très très plaisir. Alors pourquoi tu fais autant tourner que ça? Bon bah c'est bien, tu mets Okafor à gauche, à la base il était annoncé à droite, tu fais jouer Chukwueze, est-ce un peu prématuré ou non, parce qu'il revient de la canne quand même, hein, donc je ne sais pas. Parce qu'à la base ça devait être Okafor à droite et je ne sais plus qui à gauche, qui devait être. Pulisic peut-être. Qui? Pulisic peut-être. Non, je sais plus. Je l'ai plus en tête. Et du coup, Jovic en buteur, ça fait du bien de le voir titulaire. Faut espérer que il marque des buts maintenant, parce qu'on l'a déjà vu marquer en fin de match. Maintenant, faut voir s'il arrive à marquer en étant titulaire. Alors, par contre, qui devait être titulaire à la base? Je vais essayer de le retrouver. Ah bah ça devait être Leao titulaire à gauche normalement. Mais finalement il a été mis au repos. Alors je trouve que c'est un peu dommage de mettre Leao au repos, même s'il a joué tout le match contre Rennes. Il a retrouvé le chemin défilé. Ça aurait été bien pour la continuité, mais on verra bien s'il joue en deuxième mi-temps. Et ouais, mais l'erreur de Thio, j'en reviens pas, je viens de voir le ralenti à l'instant là, c'est stupide. Ouais, donc, comme tu dis, Jovic en super sub, qui marque 4 buts en sortant du banc. C'est ça, il mérite d'avoir du temps de jeu en tant que titulaire. En plus, Monza, c'est vraiment. Là, ce coup-là, tu peux pas. Parce que j'en ai vu des gens sur les réseaux sociaux là, qui critiquaient le turnover de Pioli, mais comme je disais, quand il fait pas tourner, tu le critiques, quand il fait tourner, tu le critiques. Il y a un moment donné, il faut doser, quoi. Et je trouve le turnover relativement intéressant. Le milieu est très propre, hein, avec Alexis qui approuve, hein, je pense, la présence de Adli aux côtés d'Ismaël Benasser. Tu mets Loftus-Cheek en 10, ça c'est une très bonne idée. Hein. Ça s'est révélé en Europe, il a été en match contre Rennes, pardon, c'est une très bonne idée. Mon Florenzi est un peu moyen, mais bon, pourquoi pas. Tu mets Théo, bon bah la base, hein, de toute façon t'as personne d'autre à sa place. Tu mets Gabia qui fait un très bon retour depuis son retour de prêt. Et Thio, mais voilà, c'est juste Thio pour moi le maillon faible de l'équipe. Et je voulais te demander un truc. Comment ça se fait que c'était Jovic et pas Giroud qui a commencé? C'est pas que Giroud a joué contre Rennes ou comment ça se fait? Je pense que Giroud a été mis au repos parce qu'il a joué contre Rennes comme Léo aurait dû l'être. Et comme je disais, mettre Jovic qui fait un bon début de saison, en tout cas actuellement, sur un match contre Monza, avec le respect que j'ai pour eux, je trouve que c'est une bonne idée. Mais pour l'instant, après, il faut qu'il ait les ballons pour les mettre au fond. Hein. Il a eu une occasion tout à l'heure. Malheureusement, il l'a raté. Il y a encore 45 minutes à faire, mais il va falloir mettre les bouchées doubles hein, pour les Rossoneri. Et je pense, oui, c'est tout simplement un repos parce que faut quand même qu'il se repose, hein, mais à voir ce qui va se faire au match d'Europa League du coup. Parce que le match, quand même, il y a quand même une bonne longueur d'avance avec les 3 buts. C'est vrai que là, vous avez frappé un grand coup. Bon, c'est contre Rennes, sans vouloir manquer de respect à Rennes, quoi. Mais vous n'avez pas joué le Barça ou vous n'avez pas joué le Barça ou le Bayern, quoi. C'est pour ça, j'attends de voir les équipes anglaises, par exemple, ou d'autres équipes, mais j'aurais apprécié voir ce Milan-là en Serie A ou même en Champions League. J'aurais apprécié. Ça aurait fait de très beaux matchs. Mais là, franchement, le match contre Rennes, ils auraient pu en marquer limite un peu plus, mais ça fait plaisir. C'est un match qui est maîtrisé, on va pas critiquer tout le temps non plus. Hein, mais voilà. Est-ce qu'on va donner le classement actuel en comptant que le Milan, comme on l'a dit déjà précédemment, est en train de jouer. Actuellement, on a donc du coup l'Inter
est leader avec 63 points. La Juve, deuxième à 54 points. Le Milan AC qui est actuellement en train de jouer, qui est à 2 points de la Juventus. L'Atalanta, quatrième avec 45 points. Le Bologna est cinquième avec également 45 points, mais une moins bonne différence de but que l'Atalanta. La Roma est sixième à 41 points, donc à 4 points des zones européennes concernées par le Bologna. La Fiorentina est septième. La Lazio est huitième avec 37 points. Naples est neuvième. Le Torino est dixième. Le Monza est onzième. Le Genoa est douzième. Lecce treizième. L'Udinese est quatorzième. Le Frosinone est quinzième. L'Empoli est seizième. Sassuolo est le premier non relégable, 17e avec 20 points. Le même nombre de points que l'Hellas Vérone. Le Cagliari est à 19 points. Et le Bonedane pour la Salernitana, 20e avec 13 points. D'ailleurs, je voulais, vu que tu parles du classement et tout, ça me fait penser, dans la semaine, c'était Cyrus qui en avait parlé en privé dans le groupe. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que l'Inter de cette saison peut battre le record de la Juve? Comme dit, je crois même que c'est toi qui avais répondu, ils peuvent, il faudrait qu'ils ne perdent plus un seul match. C'est ça. Mais qu'ils fassent. Ils peuvent. Ni défaite, ni match nul, je crois. Il faut qu'ils gagnent tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, même un match nul, ça perdrait le record. Alors, s'ils font un match, s'il y a... En fait, là, l'Inter, pour égaler les 102 points, a le droit à une défaite. Et bon, il reste quoi? 14 matchs. Donc, c'est 13 victoires, une défaite. On est à 102 points. S'il y a un match nul et 13 victoires, mathématiquement, on est à 103 points. Donc, oui, là, on dépasserait. Mais en gros, l'Inter n'aurait le droit qu'à un seul joker, on va dire, si elle veut être au 100 points. Égalé, quoi. C'est ça. Mais je pense... Oui, écoute, si vous arrivez à le faire, c'est bien. Mais bon, c'est sûr que c'est plus facile de le faire quand c'est pas Allegri le coach. Ah bah oui, ça c'est... Après, je pense que l'Inter est plus focalisé sur le fait d'avoir la deuxième étoile. Pas forcément les 100 points. Parce que je pense que... Ouais, j'ai un gros doute sur le fait que... Après, franchement, si l'Inter le fait, magnifique, hein, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Mais je pense qu'on tapera les 90 points, à coup sûr. Viser les 100, j'en suis moins sûr. J'en suis moins sûr que ça ira aux 100 points. Après, si ça va aux 100 points... Si ça va aux 100 points, on applaudira. Ah. Mais ça va être dur. Du coup, s'il n'y a pas d'autres éléments, on peut passer à l'Allemagne et à la Bundesliga 2 et la Bundesliga. Sur la Bundesliga 2, mes amis, ceci n'est pas un exercice. Schalke a gagné. Je répète, Schalke a gagné. Ceci n'est pas un exercice. Schalke s'est imposé 1-0 sur la plus petite démarche face au jeune Karaman, face à Wiesbaden. Une autre équipe relativement mal classée, équipe qui est juste devant nous au classement. Le 13e contre le avant-dernier. Donc Schalke qui s'est imposé contre Wiesbaden. La 8e victoire quand même de Schalke pour cette saison. C'est 26 points, durement gagnés pour l'instant. On est 14e. Schalke est actuellement à 4 points du barragiste Kaiserslautern. C'est une saison plus que compliquée pour les Königsblauen. Heureusement qu'on a quelques bons jeunes joueurs qui se détachent un petit peu de la masse, comme justement Karaman qui a marqué, enfin des jeunes ou des moins jeunes,
comme Churlinov qui est revenu aussi en prêt, comme Idrissi qui est souvent sur courant alternatif. Je n'oublie pas les garçons comme les pistons Ouvejan ou Brunner qui ont une certaine qualité. Et après, pour le reste, c'est quand même très compliqué. Quand je vois des garçons comme Thomas Kralach qui est arrivé l'international tchèque, tu te dis oui, bon, c'est pas mal, mais bon, on n'est pas quand même sur du grand joueur. On a des garçons comme Kaminski comme joueur d'expérience derrière. Mais bon, c'est pas une sinécure, cette équipe de Schalke. On a St. Pauli qui a repris sa marche en avant, malgré le fait d'avoir fini à 10 contre 11. Ils se sont nouveau imposés. Là, cette fois-ci, c'était contre les pauvres petits de Brunswick. Brunswick, il se rapproche de nouveau de la zone rouge avec un point d'écart par rapport à Kaiserslautern, le barragiste. Elversberg qui a réussi à gagner un match. Bon, c'est contre Osnabrück qui n'y arrive décidément pas dans cette deuxième div. Osnabrück tue encore une seule victoire en 22 matchs. C'est très poussif. Ils ont 9 matchs nuls quand même, Osnabrück. Mais bon, c'est pas niveau deuxième div, quoi. Ils sont niveau troisième, quatrième div. On a Nuremberg qui a fait match nul contre Kaiserslautern dans un duel d'historique un partout. On avait un match un petit peu au sommet entre Hanovre et le Greuther Fürth, 4e contre le 5e. Et c'est Hanovre qui, à la maison, s'est imposé 2-1. Ils ont eu chaud, mais ils ont réussi à faire un bon résultat. Les ex-90. Le match un peu fou de cette semaine, c'était le 3-2 entre le Hertha et Magdebourg, avec tout qui s'est un petit peu joué en début de match, sachant que le dernier but ayant été marqué est l'œuvre d'un ancien du Schalke, Fabian Rezo, à la 59e. Tout s'est passé dans la première heure de jeu. On a eu aussi Karlsruhe qui a fait match nul face à Düsseldorf. Et tout, je bois un coup. On a le Hansa Rostock qui a fait match nul de 2 face à Hambourg. Ça, c'est aussi une performance assez étonnante. Paderborn à domicile qui a pris une raclée, faut dire ce qui est, face au Holstein Kiel. Alors, on peut voir que Paderborn a pris un carton rouge, mais c'est à la 91e minute, donc bon, on ne peut pas vraiment dire que ça ait beaucoup influé sur le déroulement de la rencontre. Et Karlsruhe, Düsseldorf de partout. Donc du coup, au classement, vu que St. Pauli et Kiel se sont imposés, c'est eux qui sont de nouveau en haut du classement. St. Pauli avec une seule victoire qui a 3 points du Holstein Kiel, 45 et 42 points respectivement. Hambourg est 3e avec un match nul concédé et voit Hanovre pour revenir pour ses talons. Attention à ne pas être de nouveau le dadon de la farce pour Hambourg. Le Greuther Fürth est 5e à 3 points du barrage du Hambourg. Paderborn et sa défaite est 6e. Düsseldorf est 7e. Le Hertha est 8e avec sa victoire. Elversberg, une 9e victoire de la saison, est 9e. Nuremberg est 10e. Karlsruhe 11e. Le Magdebourg FC est 12e. Wiesbaden 13e. Schalke est 14e. Le premier non relégable, c'est Brunswick. L'Eintracht Braunschweig avec 23 points. Un point devant le 16e et le 17e, Kaiserslautern et le Hansa Rostock.
et Osnabrück qui traîne la patte avec 12 points, bien derrière ses autres poursuivants. Voilà pour la Bundesliga 2, mes amis. Merci pour ces informations concernant l'antichambre de l'élite en Allemagne. Et c'est cool que Schalke ait pu renouer avec la victoire. Je pense qu'à l'étage du dessus, du moins, on va avoir également pour un certain Alexis un résultat positif, je pense. Et je pense qu'on va pas avoir cette fois-ci. Oui, un résultat positif. Et comme toi, ceci n'est pas un exercice. Mayence a gagné un match. Mais avant de revenir sur la rencontre, un petit résumé vite fait pour ce qui s'est passé cette semaine. Pour rappel, dimanche, défaite à Stuttgart. Et lundi, l'annonce du limogeage de Jan Sievert. Donc voilà, il fallait en passer par là. Et du coup, mardi après-midi, mardi midi, on a eu le nom du nouveau coach qui a été nommé. Donc il s'agit de Bo Henriksen. On reste un peu dans les familiarités dans les beaux entraîneurs. Donc voilà, Bo Henriksen qui vient de Zurich. Zurich quand même qui a envoyé pas mal d'entraîneurs en Bundesliga, avec notamment Lucien Favre, pour citer le plus célèbre. Donc voilà, c'est le 5e entraîneur de Zurich qui part en Bundesliga. L'arrivée de Bo Henriksen mardi, premier entraînement mardi après-midi à la conférence de presse également. Et donc une semaine normale pour préparer ce match très important, parce que c'était quand même le match à gagner. C'était le match à gagner parce que ça pouvait permettre à Mayence de recoller à Cologne et de revenir à 1,2. Donc Cologne qui avait perdu vendredi contre le Werder. Et donc voilà, au niveau du match, c'est un peu ce qui s'est passé avec Jan Sievert. Ça jouait très bien, sauf qu'avec Sievert, du coup, ça gagnait pas. Et là, ça a bien joué pendant 70-75 minutes. Et puis après ça s'est un peu compliqué du côté de Mayence. A subi 12 minutes d'arrêt de jeu, notamment dû aux protestations, etc. 12 minutes d'arrêt de jeu très compliqué où Augsbourg aurait pu revenir à un partout, et puis au final non. Victoire donc de Mayence, la deuxième de la saison, et bizarrement la deuxième après qu'un nouveau coach soit nommé. Pour rappel, la première avait été contre Leipzig début novembre, après la nomination de Jan Sievert. Donc voilà, c'est une très bonne chose. C'est pareil ce que je disais en off, que Bo Henriksen a amené beaucoup de choses. C'était quand même assez impressionnant de le voir sur le bord du terrain, le voir s'agiter, applaudir toutes les fins d'action de Mayence, à applaudir toutes les récupérations de balles défensives, à courir sur le bord de la touche, à encourager les joueurs. On a vu ça tout au long du match. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir un entraîneur qui encourage ses joueurs, qui est présent pour eux, qui sait où il veut aller. Donc voilà. Maintenant, il va falloir encore le montrer la semaine prochaine sur un déplacement très compliqué sur la pelouse de Leverkusen. Le club recroît au maintien, parce qu'on va jouer Leverkusen là vendredi, avant de recevoir le Borussia Mönchengladbach dans 15 jours.
On revient à un point de Cologne. Quand on voit le calendrier de Cologne, on peut se dire qu'elle arrivée à la moitié du mois de mars, on espérerait être devant Cologne parce qu'ils vont jouer Stuttgart, ils vont jouer Borussia, ils vont jouer Leipzig et C'est bon. donc je disais que le calendrier de Mayence comparé à celui de Cologne était moins entre guillemets compliqué que celui de Cologne, parce que Cologne va avoir 4 matchs d'affilée qui sont quand même ultra compliqués pour un 16e de classement. Maintenant, on sait pas exactement ce qui peut se passer, mais voilà, on réespère à nouveau le maintien, parce que ce match d'hier qu'il fallait absolument gagner a été gagné. Et je répète quand même que Bo Henriksen a, je pense, amené quelque chose de positif au groupe, parce que voilà, on a retrouvé des sourires à la fin du match. Donc voilà, moi personnellement j'y crois à nouveau, mais on sait que ce sera quand même très très compliqué sur ces prochains matchs qui arrivent. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Mayence aujourd'hui. Bah alors, je vais prendre la relève sur le reste de la Bundesliga, parce que il y a eu des choses à dire. Il y a eu quand même pas mal de choses à dire sur cette journée 22 de Bundesliga. Alors, on a tout d'abord le vendredi, on a eu Cologne qui s'est incliné sur sa pelouse face au Werder de Brême 1-0. C'est dommage pour Cologne. Bon, ça arrange un petit peu quand même les affaires de notre ami Alexis, quand on voit un petit peu la bataille qu'a à faire Mayence avec Cologne. Donc c'est une plutôt très très bonne opération. On a Dortmund qui allait faire match nul sur la pelouse de Wolfsburg. Ça, par contre, je ne suis pas vraiment sûr que ça soit une très bonne affaire pour le BVB, étant donné un petit peu la dynamique des autres. Mais ça a été un petit peu une révolte des mal classés pour certains clubs ce week-end. Après, à part nos amis des Schwarzgelben, il y a Stuttgart qui allait s'imposer sur la pelouse de Darmstadt avec un match très décousu, un match qui a été arrêté pendant près de 20 minutes. Donc, on a eu un match de Stuttgart qui a été à la mi-temps, quasiment au moment où les autres équipes reprenaient la seconde période. Donc, Stuttgart n'avait encore pas fini sa première mi-temps que les autres reprenaient déjà, à cause des différentes protestations qu'il y a en ce moment dans les tribunes et sur les pelouses de Bundesliga. D'ailleurs, on a un Stuttgart qui a fini sa première période, du coup, sa très longue première période, avec un carton rouge de Pascal Stenzel. Ils sont rentrés comme à la pause en menant au secours grâce à leur serial buteur, Monsieur Serhou Guirassy. Et après, on a eu encore 2 buts, vu que de toute façon, il était question d'arrêt de jeu dans ce match. On a eu 2 buts dans les arrêts de jeu, les vrais arrêts de jeu cette fois-ci. Un but de Daoud à la 92e et la réduction du score malheureusement trop tardive d'Aaron Seidel pour Darmstadt pour les Lilien à la 95e minute. Donc belle opération pour un Stuttgart qui reprend des couleurs. Stuttgart qui est 3e et qui en fait une 4e victoire consécutive et qui colle au train de tête quand même. On a Hoffenheim et l'Union Berlin où c'était un petit peu une bagarre ce match entre le TSG et les Métallos de l'Union, avec
2 cartons rouges juste avant la mi-temps. L'ancien parisien Ensoki contre l'ancien monégasque Kevin Volland. Et le but de la victoire pour les métallos de Berlin, signé Brendan Aronson à la 84e minute. Un match disputé, je pense que c'est le qualificatif qui correspondra le mieux dans ce match des mal classés. On a Leipzig qui s'est imposé aussi 2-0 face à Gladbach grâce à 2 anciens de la Ligue 1, Xavi Simons, le joueur prêté par le PSG, et l'ancien buteur lensois Luis Openda, le Belge. L'un a marqué en première période, le deuxième en seconde période. A noter que Gladbach a tiré 15 fois au but, mais n'a pas cadré une seule frappe. Donc vraiment un gros problème de réalisme du côté des poulains de Gladbach. Alors que le RBL, les taureaux rouges, les Roteboulen de Leipzig, ont tiré une seule fois de plus, mais ils ont tiré 9 fois cadré au but. Donc une victoire tout à fait logique de la part du RBL. On a le match fou de cette 22e journée qui était le Fribourg-Francfort avec un 3-3, avec une ouverture du score pour Francfort, une égalisation de Fribourg, 1-2-1 de Francfort, 1-2-2 juste avant la mi-temps pour Fribourg, avec un pénalty transformé pour Griffo à la 50e minute. Francfort pense s'offrir la victoire à la 72e grâce à un doublé d'Ansgar Knauf, mais c'était sans compter sur l'Autrichien de Fribourg, le super sub Michael Gregoritsch, qui a inscrit le but de l'égalisation pour Fribourg à la 89e. Par contre, l'égalisation qui n'a pas eu lieu, c'est celle du Bayern. Le Bayern qui s'est planté en beauté en fin d'après-midi aujourd'hui sur la pelouse de Bochum. 2 ans après le 4-2 encaissé sur la pelouse de Bochum, là, c'est de nouveau une défaite du FCB. Pourtant, ils avaient bien commencé, le Bayern, avec une grosse frappe de Musiala, une frappe sous la barre chronométrée à 106 km/h. On a Harry Kane qui, à la demi-heure de jeu, manque inexplicablement le cadre. Celui qui va pas manquer le cadre, c'est le japonais Asano à la 38e. Et juste avant la pause, sur un corner, c'est le frère de Nico Schlotterbeck, le défenseur international allemand, qui va donner l'avantage à Bochum à la 44e minute. Et Bochum va même mener 3-1 à la 78e minute, quand Upamecano, qui est rentré en seconde période, va se faire expulser, 67e minute, et Stöger qui va inscrire un penalty pour le 3-1 de Bochum. Harry Kane réduira le score à la 87e, mais ça sera trop court pour le Bayern, qui est à 8 points ce soir d'un Bayer Leverkusen qui s'est fait peur face à Heidenheim. On a tremblé, on a serré les fesses très fort de nouveau du côté du Chadi Ball. Mais le Chadi Ball a certains joueurs dans son équipe qui font la différence. Que ça soit à la passe, que ça soit à la finition. Et quand on regarde un Jérémy Frimpong qui ouvre le score à la 47e minute, alors que Heidenheim avait fait vraiment une superbe première période, qui avait vraiment dérangé
ce Leverkusen, qui avait mis Radetzky en contribution plusieurs fois dans cette première période. On se disait, et si là c'était le moment où Leverkusen choquait, pas qu'on s'est dit, c'est le jour 1 après le top pile contre le Bayern. Est-ce qu'ils vont se relâcher? Et non, ils ne se relâchent pas. Un Frimpong à la 47e minute et Leverkusen qui tire et Leverkusen qui n'arrive pas à cadrer. On parle quand même d'un match où Leverkusen a tiré 18 fois, mais a cadré à peu près, mais a cadré un tir sur 6. Heidenheim a tiré 6 fois, mais a cadré autant de tirs que Leverkusen. Donc on s'est dit, peut-être que Heidenheim, ils peuvent revenir. Et c'est avant la passe venue d'ailleurs, encore une fois, d'un extraterrestre, d'un des, pour moi, plus beaux 10 à avoir joué actuellement en Europe, Florian Wirtz, qui fait une passe que maintenant encore, le match s'est joué hier à 15h30, on est le dimanche à 22h16, je ne comprends encore pas comment Florian Wirtz a fait cette passe pour Amin Adli. Et Adli qui arrive, qui crochette le gardien d'Heidenheim pour aller finir dans le but vide. Heidenheim réduira le score à 86e minute. On se dit, est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent marquer? Malheureusement pour Heidenheim, heureusement pour le Bayern, ça en restera là. Et pour son 500e match, pour son 500e jour à la tête de Leverkusen, Xabi Alonso a pu fêter encore une fois une victoire et voir son équipe encore invaincue après 22 journées de championnat. Donc 18e victoire pour le Bayer Leverkusen grâce à ses hommes forts, grâce à Frimpong, grâce à Wirtz, mais aussi grâce aux joueurs qui peuvent apporter un plus quand les titulaires ne sont pas là, quand on n'a pas Chic, quand on n'a pas Boniface, on a Amin Adli qui peut aussi régler les problèmes du côté de ce Bayer Leverkusen. On a aussi la deuxième apparition du joueur prêté par le Betis, Borja Iglesias, qui rentrera en fin de rencontre sans vraiment trop apporter quelque chose. À la rigueur, c'est peut-être le petit bémol que je devrais apporter, si je devais apporter un bémol. Mais c'est encore une fois une partie jouée de main de maître par ce Leverkusen. Et je suis de plus en plus hypé. Et là, je me dis, s'ils refont encore 2-3 matchs comme ça, je pense que la voie du titre risque d'être bien ouverte. Parce que là, il y a Mayence, il y a Cologne, il y a après encore un Leverkusen et un Fribourg. Et si ces 4 matchs-là sont gagnés, va falloir commencer à souffler très très fort pour les déséquilibrer ces joueurs du Vertself. Mes amis, une fois que j'ai fini mon anus, j'aimerais avoir vos impressions, vos déductions, vos avis tout simplement sur cette Bundesliga, que ce soit sur les Leverkusen, que ce soit sur le Bayern, que ce soit sur d'autres équipes. Alors, est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien, ne t'inquiète pas. Donc, je voulais dire, moi de mon côté, déjà lorsqu'il y a eu Bayern contre Leverkusen, on se disait, et je me rappelle dans le débrief, j'avais dit, il y a 4 points. Bon, attention, 4 points, c'est quand même un bon écart, mais attention, on n'est jamais à l'abri de loin, et le Bayern, lorsqu'il est dans la position de la bête blessée, ça peut renchaîner, et je pensais qu'en Ligue des Champions, justement, ils allaient faire le taf et gagner contre la Lazio. Il s'avère que ça n'a pas du tout été le cas, que ça a été plutôt une piteuse performance contre la Lazio, et ils perdent 1-0. Bon, sur ce coup, je me suis trompé, l'erreur est humaine, hein. Je n'aurais pas également imaginé qu'il... Ah, Giroud vient de réduire la marque. À 10 contre 11. Et donc, je disais que
que j'imaginais pas que la Lazio puisse gagner la manche numéro 1 contre le Bayern. Mais par contre en championnat, je n'imaginais également pas que il puisse y avoir un autre match sans victoire de la part du Bayern de Munich. Là, ils ont perdu 3-2 contre Bochum. Je m'y attendais pas. Du coup, ça donne pour le Bayern Leverkusen, si je ne me trompe, Leverkusen, 8 ou 9 points, je crois, d'écart maintenant. Il me semble que c'est... Ouais, 8 points. 50. 8 points maintenant. Comme tu l'as dit, Camille, s'ils négocient bien leurs 3-4 prochains matchs, là, bon, déjà là, c'est déjà un écart conséquent, 8 points. Et ça va commencer à sentir très bon pour eux. Le tout, c'est de ne pas flancher. Mais toujours est-il que là, franchement, c'est... Et encore heureusement que le calendrier est dans le sens qu'il est mis, parce qu'ils vont avoir leur gros match à jouer quasiment à la fin, enfin, l'avant-dernière journée, quoi. Parce que les deux dernières journées sont assez light avec Bochum et Augsburg, mais avant, ils ont Francfort, ils ont Stuttgart et ils ont Dortmund à jouer. Ouais. Sur les 3e, 4e et 5e dernières journées. Mais est-ce que d'ici là, le Bayern sera toujours mobilisé en Ligue des Champions? Est-ce que l'équipe ne sera pas en crise totale suite à une éventuelle élimination en Ligue des Champions, que ce soit en 8e ou un peu plus tard en quart de finale? Ça, on ne le sait pas. Donc c'est ça aussi. Pour l'instant, il y a 8 points, mais on n'est pas à l'abri que cet écart-là augmente avec le temps, surtout si le Bayern saute en Ligue des Champions. Bon, ce sera qu'au mois de mars du coup qu'on saura pour le 8e retour, mais du moins on n'est pas du tout à l'abri d'une décrépitude totale, et que le Bayern, en fait, s'ils finissent ils finissent le championnat en roue libre, quoi. Donc surtout que il faut savoir une chose, c'est que la conférence de presse des Bayern a été annulée ce soir. Donc je pense qu'on ne peut même plus parler de jour, mais je pense que ce sont les heures de Tuchel à la tête du Bayern qui sont comptées. Donc quand tu parles de crise au Bayern, oui, le Bayern est clairement en crise, et c'est la plus grosse crise pour moi depuis l'ère Klinsmann à la fin des années 2000. Et oui, franchement, pour moi, d'ici demain, après-demain, Tuchel ne sera plus à la tête du club. oui, c'est une question. Franchement, là, c'est une question de match, de savoir quand est-ce que Tourelle partira. Parce que bon, là, vraiment, le fait d'avoir mis fin à 11 titres d'affilée, c'est compliqué. C'est déjà compliqué, et donc c'est sûr qu'il va y avoir des changements, d'autant plus que il y a également d'autres dossiers chauds au niveau de l'équipe, la suite de Goretzka. Est-ce que Kimmich va prolonger, pas prolonger? Est-ce que Davis va prolonger, pas prolonger? Deux joueurs qui sont, il me semble, en fin de contrat en 2025. Il y aura plusieurs dossiers épineux à gérer du côté du Bayern. Donc franchement, Déjà, si, ils ne peuvent pas faire partir et Goretzka et Kimmich en même temps. Parce que, tout simplement, parce que le milieu de terrain n'est encore pas prêt pour se séparer des deux-là. Parce que même avec des garçons qui sont très bons, comme Konrad Laimer ou comme Pavlovic, justement, Laimer est bon, mais c'est pas un top milieu de terrain, top niveau européen, et Pavlovic, il a 19 ans. ouais. Donc, et c'est surtout, si Goretzka et Kimmich partent, ça
c'est ça exactement. Après, quand je parlais du départ de Kimmich, éventuellement Alphonso Davies, c'est par rapport à leur situation contractuelle, hein, du fait que les deux sont en fin de contrat en 2025. Goretzka, c'est 2026, mais je pense que lui, ça se situe plus par le fait de ses indisponibilités, sa fragilité physique, mais pour Kimmich et Davies, c'était surtout par rapport au niveau contractuel, vu que Alphonso Davies semble être une piste prioritaire pour le Real de Madrid, et Kimmich, il est pisté, encore un des meilleurs milieux au monde. C'est bien logique qu'il soit pisté par les plus grandes équipes au monde. Et donc, est-ce que il pourrait penser avoir fait éventuellement le tour de la question au Bayern? Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être deux dossiers, je pense, épineux pour ce futur mercato d'été. En plus, bien sûr, de savoir quel sera le coach. Il a son contrat qui tire jusqu'en 2025. Thomas Müller, c'est la même chose. Neuer, c'est la même chose. Leroy Sané, c'est la même chose. Davies, c'est la même chose. Donc, à part Ulreich, tu as 1, 2, 3, 4, 5 joueurs sur 11 titulaires qui sont l'année prochaine en fin de contrat. C'est ça, en effet. Actuellement, les mecs qui sont en fin de contrat là, à la fin de la saison, c'est Choupeau, c'est Eric Dyer qui est prêté, c'est Bounassa et c'est Brian Saragossa qui est prêté aussi. Donc c'est deux joueurs vraiment sur lesquels on ne compte pas réellement, surtout Bounassa. Un remplaçant qui ne sera jamais plus que remplaçant et un défenseur qu'on a pris en prêt. Là où ça va plutôt quitter, ça va être l'année prochaine. Parce que comme dit, on a Neuer, Müller, Kimmich, Davies et Sané. Ouais, voilà, j'avais oublié Sané dans les joueurs Qui sont en fin de contrat l'année prochaine, en 2025. Oui, là, il y aura une reconstruction, soit prolongation, soit reconstruction à faire. Mais quand je regarde, à part Kimmich et Sané qui n'ont pas encore dépassé la trentaine, ça va être soit partir dans un club exotique, soit, je pense, fin de carrière, une prolongation de 1 ou 2 ans, quoi encore. Bon, quand je regarde Manuel Neuer, 37 ans, Sven Ulreich, 35 ans, Thomas Müller, il a 34 balais. Bon, il y a Davies qui est jeune, qui a 23 ans, mais bon, comme tu l'as dit avant, est-ce qu'il n'a pas déjà fait un petit peu le tour de ce qu'il peut faire avec le Bayern et partir au Real comme il est promis, quoi. Après, est-ce que Kimmich partira? Je ne le vois pas partir, Kimmich. Je ne le vois pas partir. Après, c'est le football. Est-ce que je ne le vois pas partir, que je ne veux pas le voir partir? Ça, c'est encore une autre chose. En tout cas, le football, il a changé. Le football, il va trop vite, surtout. Comme pour reprendre ta phrase de Kylian, le football, il va trop vite. Ah, ça. Mais il va plus vite que Kylian. Kylian, dont on parlera certainement demain, on marche et on traverse. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur le capitaine de l'équipe de France. Oui, exactement. On aura des choses à dire sur la Ligue 1, notamment Brest qui vient d'ouvrir la marque contre l'eau. Enfin, il y a 2 minutes, ils viennent d'ouvrir la marque en toute fin de match par Les Melou. Tout en sachant que Brest joue à
10 contre 11 depuis la 60e minute et le carton rouge direct de Mounier. Mais bon, ça se saurait si l'OM savait gagner un match en étant en supériorité numérique. Monaco. Monaco. Voilà. Mais bon, on en parlera demain de ce qui s'est passé du moins en Ligue 1 cette semaine. Et donc, je pense... Donc on va encore se pencher sur le classement du coup de cette Bundesliga. Exactement. Donc du coup, il y a au-dessus, il y a le soleil, au-dessus le soleil, mais juste en dessous, il y a les Leverkusen, qui est leader incontestable, 18 victoires, 4 matchs nuls, 58 points. C'est des stats FIFA-esques, on va pas se le cacher. Il y a le Bayern à 8 points derrière qui est deuxième. Stuttgart à 4 points du Bayern, troisième pour compléter le podium. Le top 4 est inclus avec le BVB à 41 points. Se dire que le quatrième est déjà à 17 points du leader, alors qu'on n'est qu'à 22 journées, il en reste encore 12. En Bundesliga, la cinquième place est pour le RB Leipzig à 1 point de Dortmund. L'Eintracht Francfort est sixième à 33 points. Et pour vous dire vraiment les écarts abyssaux qui se passent actuellement dans cette Bundesliga, le Werder est 7e avec 29 points comme aussi Fribourg. Hoffenheim est 9e, Heidenheim 10e, le VfL Bochum prend un bon matelas d'avance avec 25 points et la 11e place. Wolfsburg est 12e, Union Berlin avec 2 victoires consécutives est 13e avec 24 points. 23 points pour Augsbourg, les 14e. Le premier non relégable, c'est Gladbach avec 22 points, qui n'arrive plus à gagner, Gladbach. Cologne est 16e et pour l'instant barragiste à 1 point. Denulfunva, Mayence, Cher à notre ami Alexis. Et Darmstadt est bon dernier avec 12 points. Voilà pour la Bundesliga. J'attends les prochains matchs, notamment des équipes de tête, avec une grande impatience, monsieur. Ah ça, en effet, pour savoir ce que ça donne au niveau de la course au titre, des cours de l'Europe aussi également. Ouais, ce sera intéressant de savoir. Là, maintenant, on est un peu dans une situation similaire à l'Italie où on est passé d'un tout petit écart à un gros écart en même pas un mois. Donc, maintenant, reste à savoir ce que ça va donner. Ça sent bon pour l'Inter, ça sent bon pour les Leverkusen. Reste à savoir qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines journées. Tout à fait. Peut-être qu'on peut avoir encore l'avis de nos autres spécialistes ou un commentaire, ne serait-ce au moins. Moi, je dirais que Milan a réduit la marque, donc par but de Giroud. Mais c'est con parce que tu as vraiment l'occasion de prendre la deuxième place, de chipper la place à la Juventus qui a fait un faux pas. Et non, tu fais un. Alors, c'est bien de faire un turnover, je dis pas le contraire, mais en plus, Jovic qui a vraiment fait une erreur stupide en giflant un joueur adverse. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il a dû se tromper de sport. T'as l'occasion de vraiment prendre la deuxième place sur un match relativement facile, encore une fois, avec le respect que j'ai pour Monza. Et non, c'est le coaching à la Pioli. Voilà, c'est comme ça à peu près toutes les semaines. Ça joue relativement bien sur les grosses équipes, à part l'Inter évidemment. Et même la Juve cette année, mais les petites équipes, ça a du mal, quoi. Voilà. Rien d'autre à dire. Je sais pas si Alex veut rajouter quelque chose sur le côté Boubi. Non, pas sur. 1, 2, 3.
pas sur la Bundesliga, mais sur Bordeaux, mais on en parlera demain. Les noms des possibles racheteurs, acquéreurs du club, des Girondins, sont tombés. Donc je vais essayer de me renseigner, voir à droite à gauche ce qui se dit, et en parler demain. Il se dit aussi que quoi qu'il advienne au niveau du rachat, Gérard Lopez restera au club et actionnaire. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais on va se renseigner et puis on en parlera demain. Ok, intéressant à savoir. Tout en sachant que les 4 noms qui sont sortis sont des fonds d'investissement américains. Donc on sait ce que ça veut. Enfin, on va pas se rappeler des souvenirs du dernier fonds d'investissement américain à Bordeaux, mais c'était pas forcément non plus une franche réussite. Après, si vous avez un fonds type Elliott comme Milan a eu et qui remettre les comptes positifs, je trouve pas le mot, qui assainissent les comptes du club, pourquoi pas, mais tous les Américains ne sont pas comme ça, malheureusement. Comme tu l'as dit, vous avez déjà des mauvais souvenirs, vous avez déjà l'expérience, quoi. C'est ça. Ça, j'essaie de me renseigner, voir ce qui se dit sur eux, et puis en parler à travers le match des Girondins. Ok. Eh bien, messieurs, j'ai envie de vous dire, on va se laisser ici pour ce soir et on reviendra demain pour la deuxième partie. C'est ça exactement. On parlera des autres championnats demain et on pourra également faire le petit prono sur la deuxième partie des matchs européens, 8e de finale de Ligue des Champions, etc. Messieurs, du coup, je vous souhaite une très agréable soirée et je vous dis à demain. Bonne fin de soirée à Chers tous. auditeurs, À demain. de nous écouter, de consommer du football et je vous dis aussi également une bonne soirée à demain. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao. Yo les gars, si vous souhaitez avoir des maillots de qualité livrés rapidement à prix compétitif, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com avec le code La Table Ronde, vous avez 15% de réduction. Alors n'hésitez pas, si vous voulez des maillots de qualité livrés rapidement, foncez chez notre partenaire maxikit.com. Code promo La Table Ronde, tout attaché en minuscule. Et si ça ne fonctionne pas, essayez bien en majuscule également. See you next time and peace.